Des villageois au visage couvert de cendres avancent en rang serré sur un long chemin de terre. La lueur de leurs torches change leur visage en masque ténébreux. Ils psalmodient dans une langue ancienne et mystérieuse, tout en se dirigeant vers le petit cimetière situé à la périphérie du village. C'est une tâche peu agréable, mais c'est un fardeau qu'ils doivent néanmoins porter. Au milieu de la procession se trouve celui que l'on honore ce soir, un des anciens du village. Et dans ce village, être un ancien est quelque chose de très spécial. Avec son corps vieillissant et rouillé, ses yeux exorbités et blanchâtres à cause de la cataracte, sa peau presque translucide et parsemée de taches, on pourrait croire qu'il a plus de 90 ans. Mais en réalité, il a plus de 300 ans. Les autres villageois franchissent les portes du cimetière et se rassemblent autour du vieillard, qui clopine sur le terrain accidenté. Ce sera son dernier pèlerinage, et tous, même lui, le savent. Il pousse un soupir et marmonne une prière adressée à la divinité qu'il va bientôt rencontrer. Dans le ciel, la lune brille de mille feux. En bas, il y a une fosse béante, avec quelque chose de très vieux et de très puissant qui gronde en dessous. Les villageois ne le craignent pas, ils le vénèrent, ils l'adorent, il leur a donné tout ce qu'ils ont. L'ancien se tient silencieusement devant le gouffre, les yeux fixés sur ses profondeurs. Le prêtre du village ouvre un livre ancien et récite un rite dans une langue ancienne. Voici la traduction approximative de ses propos. À notre Seigneur, notre Père, notre Protecteur, nous remettons l'un des nôtres entre tes mains et ton cœur, car une chose est indiscutable, le don noir est seulement emprunté. Le don noir nous donne la vie, et quand nous mourrons, nous retournons au Dieu noir. À mesure qu'il poursuit, quelque chose s'élève de la fosse, des tentacules façonnés à partir d'un liquide sombre. Ils atteignent et embrassent l'aîné, l'enveloppant avec tendresse et le soulevant du sol. Mais il n'hurle pas. Il accepte tout bonnement son sort, tandis que les villageois prient et que les tentacules le tirent vers le bas, vers l'obscurité. Une fois leur prière terminée, le silence règne. Les torches s'éteignent, les villageois rentrent chez eux. Il s'agit juste d'une nuit ordinaire pour eux. Il existe un village situé au fin fond de l'Europe de l'Est. Un endroit oublié où les habitants vivent selon de vieilles coutumes et des croyances encore plus anciennes. Un lieu où se déroulent d'étranges rituels et où existent des gens dotés de pouvoirs surnaturels. Et en dessous de tout cela, le sang d'un dieu affamé et intrigant ruisselle comme des rivières sombres et sans fin. Il va sans dire que quelque chose d'incroyablement étrange se passe à Siemnosk, en Pologne, et la Fondation SCP a identifié le cœur de cette curiosité comme étant le SCP-6198. Mais les habitants de Siemnosk ont un tout autre nom pour désigner ce phénomène, Tchernobog, ce qui signifie en slave ancien « le dieu noir », une ancienne divinité qui gouverne le monde des ténèbres et des enfers. Et au vu des événements qui se sont déroulés dans le village très ancien et extrêmement reculé de Siemnosk, c'est une réputation que Tchernobog a bien méritée. Hélas, plusieurs membres du personnel de la Fondation l'ont appris à leurs dépens. La Fondation a découvert le village lorsqu'elle a intercepté d'étranges communications provenant des autorités locales qui enquêtaient sur une personne disparue dans les environs de la forêt de Basse-Silésie. En recherchant cette personne disparue, la police polonaise a découvert une série de gouffres étranges et lugubres dans le sol, chacun d'eux menant à une fosse profonde et mystérieuse, remplie d'un liquide noir. Cela a suffi à la Fondation pour comprendre que quelque chose d'anormal se produisait probablement dans cette région, ce qui l'a motivé à intervenir. Avant que les autorités n'aient pu organiser des explorations potentiellement dangereuses dans l'un de ces gouffres, la Fondation SCP s'est fait passer pour le ministère polonais de la Sécurité publique et les a relevés de leurs fonctions. Ils ont baptisé l'étrange liquide noir dans les gouffres du nom de SCP-6198-B et les gouffres eux-mêmes sous le nom de SCP-6198-C. Par chance, si les habitants n'ont pas souhaité la bienvenue à la Fondation, ils n'ont pas non plus fait preuve d'hostilité. La plupart se sont simplement montrés méfiants et ont gardé leur distance, surveillant les activités de la Fondation depuis leur maison et se tenant à l'écart des chercheurs et des gardes. Au départ, la communication a constitué l'un des principaux problèmes, car la majorité des habitants du village parlaient un dialecte proto-slave totalement disparu, incompréhensible même pour les polonophones. Les experts linguistiques ont joué un rôle clé pour faciliter les échanges entre le personnel de la Fondation et les habitants du village. Les habitants du village étaient tous âgés, mais semblaient étrangement jeunes pour leur âge. Ils vénéraient tous Tchernobog, et les villageois affirmaient qu'en vénérant Tchernobog, ils avaient reçu le don noir, grâce à l'absorption du liquide noir présent dans les gouffres, auquel ils attribuaient leur santé, leur jeunesse et leur longévité. La Fondation souhaitait évidemment découvrir ce qu'était exactement ce liquide noir, et a donc commencé à l'étudier sérieusement. Mais elle s'est vite rendue compte de quelque chose de très étrange. Les gouffres n'étaient pas toujours là. Ils semblaient n'apparaître que pendant des périodes de 14 jours, entre la nouvelle lune et la pleine lune. La première exploration au cœur du village a été effectuée par 2 intrépides agents de terrain.
l'agent Kazimierz Nowak et l'agent Maria Bakula. Nowak et Bakula sont arrivés dans la ville vétuste et ont réalisé à quel point l'endroit était coupé de la société moderne. Des routes de terre, des bâtiments en bois délabrés au milieu de vieilles ruines et d'étranges hiérogrammes un peu partout. Tous deux sont entrés dans la ville et ont remarqué les multiples visages gris cendrés des habitants qui les regardaient depuis leurs fenêtres. Ils se sont dirigés vers le cimetière où la majorité des gouffres étaient censés s'être formés. Là-bas, devant ce qui ressemblait à une tombe ouverte, ils se retrouvèrent à regarder au fond de l'un de ces nombreux abîmes. Un liquide sombre, absorbant la lumière, ruisselait au fond. Cependant, ils ont vite compris qu'il était temps de partir quand ils ont remarqué que des habitants se cachaient derrière les pierres tombales autour d'eux, les observant attentivement. Quelque chose ne tournait vraiment pas rond ici. Ils sont retournés dans le centre du village, tout en sachant pertinemment qu'ils étaient observés à distance. Ils se sont approchés d'une des nombreuses maisons et ont frappé à la porte. Une femme très âgée a regardé par la fenêtre et a commencé à leur parler en proto-slave, ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait comprendre. Cependant, avant de partir, l'un d'entre eux a réussi à prendre un livre avec une couverture en cuir sur une table à l'extérieur de la maison, supposée être une sorte de bible de la religion du coin. En ville et toujours sous surveillance, les deux agents ont prélevé un échantillon du don noir dans un puits, avant de retourner à leur véhicule. Pendant tout ce temps, ils ont été suivis par un vieil homme étrange, semblant avoir plus de 90 ans, mais étonnamment alerte pour son âge. Les deux agents sont repartis peu après et ont transmis leurs découvertes et leurs échantillons à leurs supérieurs. Le livre à couverture en cuir, récupéré par les agents Nowak et Bakula, a été remis au chercheur Albin Iskra, expert linguistique de la Fondation SCP. Le chercheur Iskra a immédiatement été fasciné par le livre et par le formidable défi qu'il représentait, ainsi que par son dialecte proto-slave. Après de longues nuits passées à lire des livres sur l'histoire de la linguistique slave et de nombreux cafés bien serrés, le travail du chercheur Iskra a finalement porté ses fruits. Dans une note adressée aux membres du personnel travaillant sur le SCP-6198, elle a écrit « Je tiens tout d'abord à dire que malgré ma connaissance approfondie de l'histoire et des origines de la langue slave, c'est la première fois que je suis confronté à ce qui semble être du proto-slave sous sa forme écrite. C'est une découverte vraiment fascinante. La traduction du texte a progressé plus lentement que prévu. Il y a quelque chose dans la structure linguistique de la langue qui, pour des raisons qui me dépassent, la rend incroyablement difficile à retenir. Pour chaque mot mémorisé, c'est comme si un mot se dissipait, un peu comme si la langue elle-même était réticente. Finalement, je suis parvenu à renforcer suffisamment ma compréhension pour commencer à lire les différents passages du livre. Je suis en mesure de confirmer que le contenu du livre revêt une grande importance religieuse, non seulement pour les habitants de Siemnosk, mais également pour l'ensemble de la culture slave, et qu'il remonte à peu près au IVe siècle. Même s'il fait référence aux dieux slaves les plus célèbres, tels que Perun et Vélès, le livre se concentre principalement sur l'un des dieux héritiers de la fratrie, Tchernobog, le dieu noir, et détaille diverses prières, rituels et préceptes que les adeptes du dieu noir doivent respecter et pratiquer. J'ai surligné quelques extraits particulièrement intéressants qui peuvent faire la lumière sur les événements dont le personnel de la Fondation a été témoin. Les 3 chapitres les plus intéressants de la traduction de la chercheuse Iskra sont le rite du passage noir, l'expurgation et le don noir, et la chute de Vélès, qui, chacun à leur manière, éclairent partiellement les événements mystérieux de Siemnosk. Le chapitre sur le rite du passage noir indique « Car c'est vers lui que doivent aller les morts, pour regagner l'abîme tumultueux qui a façonné nos corps, pour ne faire plus qu'un avec lui. Ainsi nous profitons de son savoir infini, et découvrons des temps inconnus et oubliés, en dévoilant les mystères qui relèvent de la transcendance stygienne, jouissant de la grâce de la mort. Durant les heures les plus sombres et les nuits les plus noires, les cavités endeuillées dévoileront les hypogées embrassant les disparus engloutis. Désormais libérés de toute entrave corporelle et nourris par les eaux les plus sombres, nous ne faisons plus qu'un avec les ancêtres éternels, offrant la lumière aux fidèles. » Le chapitre intitulé « L'expurgation et le don noir » précise ceci. Il y a ceux qui ne se tournent vers Tchernobog que lorsque leur heure est venue, et ce sont ceux-là qui recevront le moins lorsqu'ils trépasseront inéluctablement. Vivre uniquement sous la lumière du frère, c'est négliger l'éternité qui succède, pour se condamner soi-même au plus bas niveau de la conscience. Ceux dotés de sagesse et de clairvoyance font bien d'embrasser le don noir, de renoncer à une partie de soi aux fins de faire partie de la multitude. Boire du don noir, c'est offrir sa vie pour mettre à l'épreuve son esprit et sa raison. Si l'on est jugé digne, ce que l'on a offert sera rendu, mais avec une intensité et une vigueur sans borne. Si l'offrande n'est pas à la hauteur, l'âme de la personne est entièrement acquise au Dieu noir. Plus la personne suit fidèlement la voie noire, plus son âme est accueillie chaleureusement. Avant d'être mise à l'épreuve, le sujet doit d'abord être expurgé par le biais d'un rituel. Sinon, toute conscience de soi se perd lors du passage.
L'âme est ainsi purifiée, ce qui démontre sa dévotion à la voie noire et permet à son âme de mieux se connecter lorsqu'elle est accueillie par Tchernobog. Le rituel doit être accompli par des fidèles dans le royaume des vivants, désormais soutenu par le Don Noir. Ces derniers créent une transe au cours de laquelle l'aspirant est aveuglé et se noie. Si un aspirant fait preuve de suffisamment de détermination tout au long de cette épreuve terrifiante et asphyxiante, le Don Noir lui est alors offert et le véritable jugement commence. Enfin, le chapitre intitulé « La chute de Vélès » raconte l'origine mythologique du dieu noir, Tchernobog. On y lit « Vélès, dieu des moissons, du bétail, de la terre, des rivières, du monde souterrain, de la magie et de la ruse. L'humanité dépendait beaucoup de lui, non seulement pour survivre, mais aussi pour trouver le salut. Hélas, partout où le pouvoir est grand, on trouve des personnes qui cherchent à s'en emparer pour leur propre compte. Et en cela, les frères Belébog et Tchernobog ne faisaient pas exception. Un hiver rigoureux suivi d'une mauvaise récolte a entraîné la mort de tous les habitants du village des frères. Les défunts gisaient sans sépulture, à même le sol gelé. Furieux de la négligence de Vélès à leur égard, et persuadés qu'à eux deux, ils pourraient gouverner les terres des vivants et des morts mieux que le grand Dieu, les frères partirent à la recherche de Vélès, avec l'intention de le tuer. Au cours de leur périple, les frères relevèrent de nombreux défis et ont renforcé leur maîtrise de la magie et leur habileté au combat. Belébog excellait dans l'art de la ruse, tandis que Tchernobog maîtrisait les sortilèges. Cependant, Vélès surveillait les frères, bien au fait de leur quête. Pour les décourager, Vélès a fait revenir le corps de leur mère dans le monde des vivants, pour les amener à rentrer chez eux avec elle. Les frères ne furent pas dupes, et avec le cœur lourd, ils renvoyèrent leur mère dans le monde des ténèbres. Vélès persista dans sa tentative, en faisant pourrir la nourriture qu'il récoltait. Mais une fois encore, les frères ne furent pas dupes, et supportèrent des odeurs et des goûts putrides, sachant qu'en vérité ce qu'ils consommaient allait les nourrir. Chacune des manœuvres de Vélès fut anticipée et déjouée, si bien que, excédé par la ténacité des frères, Vélès en personne affronta Belébog et Tchernobog. Vélès a mis les frères au défi de se battre, leur offrant sa divinité s'ils le battaient, mais à condition de se battre contre un seul adversaire. Craignant que Vélès ne tente de les diviser, les frères ont conclu un pacte avec Perun, l'adversaire de Vélès. Les frères acceptèrent que Vélès ne se batte qu'avec un seul adversaire, puis Vélès traça un périmètre à l'intérieur duquel se déroulerait le combat. Lorsqu'il leur fut demandé qui allait combattre, les frères annoncèrent Perun, et en prononçant son nom, le dieu du tonnerre apparut dans un grand éclair au sein du périmètre tracé. Une bataille de grande envergure commença. Vélès prit la forme d'un dragon, et Perun se servit de la puissance des cieux. Malgré ses compétences en magie et en ruse, Vélès fut terrassé et tué par Perun. À la mort de Vélès, Belébog revendiqua le domaine des récoltes, de la terre et du bétail, tandis que Tchernobog récupéra le monde des ténèbres, des rivières et de la magie. En recoupant les informations de ces extraits avec les informations contextuelles recueillies par les observations, il a pu être dressé un tableau plus complet de ce qui se passait à Siemnosk, ainsi que du SCP-6198 proprement dit. Mais pour mieux comprendre ce à quoi ils avaient affaire, il fallait engager le dialogue avec un aimable villageois. Cette villageoise était Tesia Koniesny, une femme paraissant d'âge moyen mais qui avait en réalité plus de 70 ans. Son allure jeune étant due aux effets positifs du Don Noir. Tesia s'est montrée agréable et avenante lorsque les chercheurs de la Fondation l'ont interrogée, ce qui leur a permis de glaner de nombreuses informations intéressantes. Par exemple, le Don Noir est exclusivement réservé à ceux qui sont nés à Siemnosk, et de nombreux adorateurs avaient l'habitude de faire leur pèlerinage à Siemnosk pour offrir leur corps à Tchernobog dans leurs derniers instants, pour ne faire qu'un avec lui. Tesia semblait également avoir des informations qui étaient soit bien antérieures à son existence, soit impossibles à connaître pour elle, ce qui suggère un partage de connaissances entre les bénéficiaires du Don Noir. La question de savoir ce que signifiait exactement le fait de s'offrir à Tchernobog continuait de se poser, jusqu'à ce que la Fondation commence à effectuer des tests avec les échantillons recueillis par les agents Novak et Bakula. Étant donné que seules les personnes nées à Siemnosk étaient censées pouvoir recevoir le Don Noir, la Fondation était impatiente de découvrir quel effet le liquide pouvait avoir sur un agent de classe D. Par ailleurs, bien qu'il soit complètement opaque, les tests chimiques ont montré que la composition du liquide noir n'était pas différente de celle de l'eau. Alors à quel point les effets pouvaient-ils être graves ? Lorsqu'un échantillon a été appliqué sur la peau d'un agent de classe D, il n'y a eu aucun effet notable et pas d'avantage lorsque l'agent de classe D a été plongé dans la substance jusqu'au cou. Même lorsqu'on l'a équipé d'un équipement de plongée et qu'on l'a entièrement immergé dans le liquide, rien ne s'est produit. Cependant, lorsqu'on lui a demandé de boire un verre de ce liquide, il est tombé gravement malade. Ses veines et sa peau sont devenues noires. Il mourut rapidement et son corps se décomposa très vite pour ressembler à ce liquide noir. Cela signifiait que tout cela constituait une partie du cycle de la vie de Siemnosk. Le Don Noir soutient la vie, mais lorsque la vie prend fin, tout le monde rejoint Tchernobog.
et se transforme en ce même liquide noir qui fait vivre la prochaine génération de fidèles. Par ailleurs, lorsqu'un échantillon a été donné à boire à un autochtone de Siemnosk, il n'y a eu aucun effet notable. Après tout ceci, la Fondation SCP décida qu'il était enfin temps de faire descendre un membre du personnel dans l'un des gouffres du SCP-6198, afin de mieux comprendre ce qui s'y trouvait. Toutefois, ce fut le commencement des ennuis, ce qui allait alerter la Fondation sur le véritable danger que représentait le SCP-6198 et ses adorateurs. La chercheuse Ella Gorsky a accepté de se mettre en tenue et de descendre dans les profondeurs de l'un des gouffres pour rendre compte de ce qui s'y passe. Comme prévu, lorsqu'elle y est descendue, elle a fait état de l'obscurité inquiétante qui l'entourait et du liquide noir qui semblait presque posséder un esprit propre. Lorsqu'ils ont essayé de la sortir, ils ont constaté une distorsion spatiale, car bien qu'elle ait été théoriquement suffisamment remontée pour sortir de la cavité, elle s'y trouvait toujours. C'est à ce moment que la chercheuse Ella Gorsky s'est mise à parler à une personne invisible à propos des scientifiques qui se trouvaient là-haut. Quand ils ont essayé de la faire remonter, ils ont compris que quelque chose clochait. La chercheuse Gorsky avait disparu. Son corps et son esprit avaient été absorbés par la grande conscience collective de Tchernobog. L'entité a imploré, avec la voix de Gorsky. « Vous ne trouverez rien d'intéressant dans cet abîme. La seule chose qui vaille la peine d'être cherchée se situe au-dessus de nous. S'il vous plaît, envoyez plus de personnel de la Fondation. S'il vous plaît, il faut que je survive. » C'est ainsi que la Fondation SCP a glané une autre information extrêmement précieuse. Tchernobog peut se renforcer grâce au nombre de ses victimes et de ses adorateurs, à mesure que les esprits et les souvenirs sont absorbés par sa grande conscience collective. Et chose préoccupante, après avoir absorbé la chercheuse Gorsky, il connaissait l'existence de la Fondation SCP et il était extrêmement désireux d'en savoir plus. C'est à ce moment-là que les choses ont pris une mauvaise tournure. Dans les heures qui ont suivi la disparition de Gorsky, une unité mobile a été dépêchée du site 120 pour participer aux recherches. Au cours des recherches, plusieurs habitants du village ont abordé le personnel de la Fondation et ont commencé à lui poser des questions à propos de sujets qui ne les concernaient pas, tels que la disparition de Gorsky, la nature de diverses anomalies dans la région et l'emplacement du Conseil O5, ce qui a conduit les agents de la Fondation à arrêter le villageois qui avait posé cette dernière question particulièrement inquiétante. Mais le pire était encore à venir. La Fondation a d'abord dû faire cesser un rituel bizarre, au cours duquel certains villageois ont commencé à puiser avec des seaux du liquide dans le puits du village et à les transporter dans différentes maisons. Et il a fallu l'intervention de la force opérationnelle mobile pour les obliger à arrêter. Peu de temps après, l'un des membres de la force mobile, l'agent Adam Kowalski, a disparu de la circulation. Les autres membres de la force mobile sont partis à la recherche de leurs collègues disparus. Mais au même moment, les villageois se sont mis à les attaquer, à hauteur du cimetière, les contraignant ainsi à riposter. En entrant dans une maison suspecte, le groupe a découvert quelque chose d'étonnant. Une pièce remplie de gouffres sombres, avec des peintures faites à la main du logo de la Fondation SCP. Plus loin, ils ont découvert l'agent Kowalski, allongé sur le sol, entouré de deux villageois qui semblaient prier pour lui. Comme rien d'autre ne pouvait les arrêter, ils ont été contraints de neutraliser les deux villageois afin de récupérer l'agent Kowalski qui était dans le coma et de l'évacuer du village. Les villageois se sont rassemblés dans le centre du village lorsque les membres de la force opérationnelle se sont approchés en compagnie de Kowalski. Après avoir tué plusieurs autres villageois, la foule s'est finalement dispersée et les a laissés passer. Durant le trajet en voiture pour quitter le village, l'agent Kowalski est quelque peu revenu à lui et a murmuré que quelque chose de couleur noire l'observait depuis le fond de l'eau. Il n'a pu fournir aucune information sur ce qui lui était arrivé et quelques instants plus tard, il est mort d'un arrêt cardiaque. Les images de surveillance ont ensuite montré que quelque chose de très inquiétant s'était produit dans le véhicule de la force mobile. Le cadavre de l'agent Kowalski s'est redressé, a pris son arme et a tué ses collègues, avant même qu'il n'ait eu le temps de réagir. Le conducteur de la voiture a été grièvement blessé et le véhicule s'est écrasé contre un arbre. Le corps ressuscité de l'agent Kowalski est alors sorti du véhicule et on a pu entendre des hurlements au moment où il a tiré le conducteur blessé de son véhicule et l'a traîné dans l'obscurité. Par la suite, on a entendu des supplications, des vomissements et une respiration difficile, et l'on suppose qu'il a été forcé d'ingérer le don noir. Aucun corps n'a jamais été retrouvé, juste plusieurs uniformes de la force mobile flottant dans le liquide noir au bord de la route. Depuis cet incident, la Fondation SCP fait preuve d'une prudence extrême vis-à-vis du village de Siemnosk et du SCP-6198. Le corps ressuscité de l'agent Kowalski est toujours en liberté et des fouilles régulières sont menées dans la forêt de Basse-Silésie, car il est indispensable que Tchernobog ne dispose pas de plus d'informations sensibles sur la Fondation SCP qu'il n'en a déjà. En raison de son intelligence et de sa capacité à apprendre et à tirer parti des informations confidentielles de la Fondation SCP,
Tchernobog a été classé Euclide et les dossiers le concernant sont réservés au personnel de niveau 3 et plus. L'entité a également reçu la classe de perturbation Vlam, car elle est heureusement entièrement circonscrite dans le village de Siemnosk, en Pologne. Et étant donné les récents événements qui s'y sont déroulés, on lui a également attribué la classe de risque Caution, car il n'y a aucun moyen de savoir ce que le Dieu Noir peut encore nous réserver. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-783, l'homme tordu, pour découvrir un autre lieu anormal habité par un être puissant et dangereux. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.